Enfant du pays, François Gaillard est pétrocorien, autrement dit périgourdin d'origine. Et vous allez voir que le Périgord blanc n'a aucun secret pour lui, à commencer par la cathédrale de Périgueux. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Avec Laurent Delfour, architecte des bâtiments de France, François nous fait découvrir le monument majeur de la ville. Depuis le Moyen-Âge, la cathédrale Saint-Front est une étape incontournable pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous viennent alors se recueillir dans le sanctuaire d'un ermite légendaire. C'est donc 20 mètres sous terre que François et Laurent débutent leur visite. Donc on est là dans un abri sous roche qui, selon la légende, abritait l'ermitage de Saint-Front. Et on voit ici un petit logement pour mettre la lampe à huile. Donc c'est très frustre. Et donc Saint-Front était de quelle période? Alors selon la légende, on se situe à peu près vers la fin de l'Antiquité, au moment où cette partie de la Gaule va être christianisée. Et donc Front est considéré comme le premier évêque du Périgord, l'évangélisateur de cette région. Et donc le petit hôtel rappelle la présence des reliques de l'ermite Front ici à la cathédrale. Et ces reliques ont été l'objet en fait de vénération. On est donc à l'endroit le plus sacré. Et ce sont ces reliques qui ont permis le développement de la ville de Périgueux. Et les reliques se trouvent ici? Non, les reliques ont été dispersées à la Révolution. D'accord. L'ermite a donc donné son nom à la cathédrale, construite juste au-dessus de la grotte. Au XIXe siècle, l'édifice du Moyen-Âge, très abîmé, est entièrement remanié et transformé par un grand architecte parisien, Paul Abadie. Voilà, donc là, on arrive sur les terrasses du cloître. Oui. Voilà. Abadie, c'était l'architecte du Sacré-Cœur à Paris. Il a commencé par le Sacré-Cœur ou par la cathédrale? Alors en fait, il a commencé par la cathédrale Saint-Front. Et il va réutiliser certains éléments caractéristiques comme les écailles sur les coupoles, les lanternons. L'ensemble lui a donné assez d'inspiration pour créer le Sacré-Cœur. Ah, donc Périgueux était bien avant Paris, Oui. finalement. Abadie imagine 5 coupoles d'inspiration byzantine qu'il couronne de clochetons. Mais à l'intérieur, l'architecte conserve le plan originel en croix grecque sur le modèle de la cathédrale Saint-Marc de Venise. C'est assez unique en fait parce que même si on a déjà en France des cathédrales couvertes de coupoles, c'est la seule qui soit de cette forme-là. Donc en fait, on revient à une disposition ancienne, à la romaine. Mais quel est l'objectif de cette disposition? L'objectif en fait, c'est d'amener l'autel au plus proche en fait des fidèles. On a comme ça une relation de proximité bien plus évidente. Les 5 lustres monumentaux ont été dessinés par Abadie. Véritable couronne de lumière, ils évoquent la Jérusalem céleste. Avant de quitter la cathédrale, François et Laurent ont rendez-vous 31 mètres et 100 marches plus haut. À mi-hauteur du clocher, Christian Mouillin, organiste, est le seul ici à savoir jouer de ce drôle d'instrument, un carillon à coups de poing. Bonjour Enchanté. François. Comment fonctionne un carillon? Très simplement, finalement, parce qu'il y a des bâtons avec des tiges d'acier Oui. qui montent jusqu'à des battants qui vont, par un mécanisme spécial, aller frapper chacune des cloches et chacune des notes de musique. Et il y a combien de notes pour combien de cloches? Il y a exactement 18 cloches qui sont Ah oui. carillonnées, Oui. voilà. 2 octaves, c'est-à-dire ça va du do au do en passant par toutes les notes intermédiaires, dans les graves et dans les aigus. Même le gros bourdon qui pèse 4 tonnes Oui. fait partie du carillon, ce qui est assez rare. D'accord. Et à quelle occasion est-ce que vous jouez du carillon? Il y a évidemment les grandes fêtes religieuses, mais aussi il y a d'autres fêtes folkloriques. On peut jouer des chansons qui ne sont pas forcément des cantiques religieux, on peut improviser. Je suis très libre de faire un peu ce que je veux ici. Au cœur de cette Dordogne historique, le Périgord se fait aussi gourmand, et même gourmet. Avec le foie gras et la truffe, les eaux recèlent l'or noir d'Aquitaine. On le sait peu, mais la région est l'une des premières productrices de caviar au monde. Bonjour Laurent, tu vas bien? Salut François. À 30 km en aval de la vallée de l'Isle, à Neuvic, François rejoint Laurent de Verlange.
Les esturgeons sont là? Pas vraiment, il y en avait beaucoup dans les siècles passés. Nos Ouais. ancêtres les pêchaient pour les manger. On appelait ça d'ailleurs les créas. Mhm. Et puis jusqu'à ce que les pêcheurs croisent une princesse russe. La légende veut qu'une princesse russe leur ait appris à transformer les œufs en caviar dans les années 20. Et donc depuis les années 20, on fait du caviar en Aquitaine, à partir d'esturgeons sauvages jusque dans les années 50, et puis à Ouais. partir d'esturgeons d'élevage depuis les années 90. D'accord, il n'y a plus de caviar naturel. Sauvage, non. Il est naturel, le nôtre aussi. On peut aller les voir? Allons-y. Allez, c'est parti. T'as pas peur? Pour sauver l'espèce, l'ensemble du caviar consommé dans le monde provient aujourd'hui d'esturgeons d'élevage. Alors en 2011, Laurent a choisi à son tour d'ouvrir une pisciculture. Sur 20 hectares, ces 5 bassins remplis de femelles sont alimentés par l'eau de la rivière. Il leur faut combien de temps pour produire des œufs? En moyenne, environ 8 ans. Certaines produisent à l'âge de 6 ans, mais très peu, Ouais. moins de 10%. Certaines 10 ans. Ah, c'est super long. Oui, c'est très long et pendant toute cette période, il faut les nourrir. Donc là, ces temps-ci, on distribue 1 tonne d'œufs d'aliments par jour. Allez, on y va. Alors, l'aliment des poissons, c'est constitué de farine de poisson et de céréales. Ouais. Et le tout bio, évidemment. Alors, comment on voit ça? On fait un geste de la main assez large, comme si tu semais, de façon à répartir sur l'ensemble du bassin. Comme ça. Il y a combien de poissons là dans les bassins? Dans cette zone, on a 100 000 poissons à peu près, 100 000 poissons. qui représentent environ 200 tonnes. Ah oui. 200 tonnes de poissons vivants, ouais. Et comment on sait si elles ont des œufs? Ah ben, je vais te montrer par échographie. On va voir. Allez, on y va en remorque? On y va en remorque. Tu veux que je monte? Ouais, allez, Allez, tiens, regarde. Tu m'amènes? vas-y. Pour échographier une femelle, Allez, vas-y, c'est parti. François va devoir donner de sa personne. Même bien équipé, attraper un esturgeon semble plus facile à dire qu'à faire. Et donc, pour les attraper pour l'échographie, t'es obligé de venir chercher comme ça. Absolument. Il y en a qui m'agressent là. Il est où? Sur les 9 variétés d'esturgeons à caviar qui vivent en eau douce, Laurent élève principalement des esturgeons sibériens et ossiètres, sans oublier le plus grand du monde. Ah, qu'est-ce que... C'est énorme ça. C'est un esturgeon beluga. Ah, le beluga, c'est le plus connu. Ça devient assez gros. C'est le plus C'est connu. énorme. Et ça va donner du caviar à l'âge de 20 ans. À 20 ans. Ouais. Et ça produit, je suppose, beaucoup plus de caviar. 15 à 20% de son poids. Et tu vois là, C'est sport, hein, ton métier, dis donc. celui-là doit faire plus de 30 kilos, je pense. Plus de 30 kilos? Vas-y. Ah bah oui. Par contre, c'est très nerveux. Eh bah oui, je vois ça. Mais ils t'aiment pas, toi, tes poissons, hein? Toi, ils t'aiment pas, tes poissons. Celle-là, elle a 8 ans, tu vois. Ça pèse en vie. Fais un effort. Fais un effort, tiens là, quand même, je peux pas tout faire. Tiens, je te la donne. Je te la confie. Ça, c'est sympa. Je te la confie. Ça, c'est sympa. Elle doit peser une bonne vingtaine de kilos, celle-là. C'est l'espèce Et donc- sibérienne. Et donc, ça y est, on va pouvoir faire l'échographie et voir si... Exactement. si on peut lui On va pouvoir récupérer vérifier si elle a des œufs dans le ventre. D'accord. Laurent doit faire vite. La femelle sibérienne ne peut tenir que 10 minutes hors de l'eau en plein été, contre plusieurs heures en hiver. Allez. Donc, on doit vérifier les gonades qui sont de part et d'autre de l'abdomen de la femelle. Il y a 2 grosses masses Ouais. avec des œufs dont on voit plus ou moins la taille grâce à un échographe 3 dimensions. Si les Ouais. œufs sont d'une taille supérieure à 2,5 mm, qui est notre standard minimum de qualité pour le sibérien, Ouais. on va mettre la femelle en affinage pendant 15 jours minimum dans l'eau minérale. Et on est obligé de le tuer. Malheureusement, on doit sacrifier la femelle. Donc, nous, on réfléchit à une technique pour ne plus tuer les femelles et continuer à produire du caviar. Les œufs de cette femelle ne sont pas encore assez gros. Elle sera donc remise dans son bassin pour 1 an ou 2. Après l'effort, le réconfort, François. Ah bah écoute, c'est vrai que ça se mérite hein, quand même une dégustation. Hein. Passons aux choses sérieuses. Le caviar, il est servi sur un glaçon pour garder le frais. Ouais. On le déguste directement à la cuillère ou à la tsar, c'est-à-dire que tu le mets sur le dos de ta main, Ouais. voilà, de façon à réchauffer le caviar et D'accord. surtout à pouvoir remettre la cuillère dans le plat. Et elle est toujours propre. Et tu lèches ta main. Comme ça, tu as le goût du caviar et de l'esturgeon que tu viens de manipuler avant. Et mon goût, exactement. Ouais. Ouais, c'est assez fin. Moi, je trouve ça extraordinaire. Allons voir ce que peut faire un chef avec. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Quelques kilomètres plus loin, Laurent emmène François au château des Rénats. Ici, le caviar ne se déguste pas à la tsar, mais dans des plats gastronomiques. Bonjour Cyril.
Salut Laurent, tu vas bien? Ça va très bien. Cyril Aberland, chef étoilé, se risque à marier les petites pépites d'or noir avec des mets plus traditionnels. Aujourd'hui, il a besoin d'un commis pour une entrée d'été plutôt inattendue. Donc là, on va faire une belle entame sur la tomate. Ouais. D'accord. Ensuite, on va tailler une tranche d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur. On va retirer la peau. Donc, je vais te laisser faire. Ah, c'est le moment le plus technique de l'émission. Bah, super. Je le fais. Du sel, du poivre, et François dispose délicatement le cœur du fruit dans une belle assiette avant d'ajouter l'extraction d'eau de tomate gélifiée que le chef a préparée la veille. Le temps de faire prendre la gélatine au frais, Cyril et François préparent le bouillon de concombre arménien. Et voilà, c'est magique, c'est fini. Ah, c'est extraordinaire ça. Tiens, je te donne ça. Hop, c'est le fromage blanc. Donc là, on est sur un fromage blanc de campagne. Tu vas m'ajouter 3 cuillères à café de fromage blanc. Hop. Et là, on va ajouter une essence naturelle de menthe. Essence naturelle de menthe. Exactement. Ça, c'est Quoi. bon, Là, ça. c'est très... Oh, là, on en a une de laboratoire. Là. Donc là, on va mettre juste une goutte et 2. Et ça suffit pour Ça tout suffit. aromatiser. Exactement. François émulsionne ensuite le bouillon et le fromage blanc pour plus de légèreté, avant d'en napper une petite salade de dés de concombre et de tomates aromatisées aux fleurs de coriandre et de menthe. On va attaquer Le caviar. le caviar, alors. Et là, on va faire une très belle quenelle, d'accord? Et donc, il faut être généreux, quoi. Ah oui. Ah oui, là, en effet, c'est une belle quenelle. Ah oui, c'est généreux ça. Oui. Ah, là, on mange du caviar. Il y a combien de grammes à peu près? Oh, bah, il y a 20 grammes, là. Il y a 20 grammes. Ouais, il y Et a tu 20 sers, grammes. tu sers ce plat dans ton restaurant? Oui, tout à fait, oui. Et le cours du caviar aussi beaucoup? Ah non, le cours du caviar est toujours à peu près stable, autour de 2000 € le kilo. D'accord. Donc 20 grammes, 40 €. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah, Voilà. le plus dur à faire. Exactement, c'est sûr. Ah, ça. Et tu vas prendre un petit peu de bouillon de concombre D'accord. avec, et tu prends des petits billes de concombre, de la tomate. Voilà, et là, tu peux y aller, quoi. Comment tu trouves ça? Mais c'est asdané ça. Ça se marie super bien avec la tomate. C'est extraordinaire ça. Ce produit d'exception, Cyril Aberland le marie à l'infini, à la tomate, mais aussi à la viande, comme la joue de bœuf cuite pendant 18 heures. Autant d'alliances subtiles qu'il serait dommage de ne pas goûter. Il y en a encore? Plus simplement, que diriez-vous d'une petite biscotte avec le caviar? À Saint-Germain-du-Salambre, François pousse maintenant les portes de l'unique biscotterie artisanale de France. Salut Sylvain, comment tu vas? François, tu vas bien? Le temps de revêtir l'uniforme incontournable, Ça c'est sympa, merci. François suit Sylvain Boucher dans l'atelier qu'il a choisi de sauver de la faillite en l'an 2000. Ici, tout est bio et fait à la main, ou presque. On va commencer par fabriquer du pain de mie. Ouais. Dans le pain de mie, finalement, c'est les mêmes ingrédients que dans le pain. Ouais, On va y retrouver de la farine d'origine Poitou-Charentes, on va retrouver un petit peu de Ouais. sucre, un petit peu de sel, du malt d'orge, de la matière grasse végétale, de l'eau bien sûr. Et on va pétrir notre pâte avec ce pétrin de boulanger historique finalement, dans lequel on va fabriquer vraiment notre pâte à biscotte. Il faut près de 4 jours pour faire une biscotte. La recette n'a pas changé depuis la création de la biscotterie en 1950. Une fois pétrie, la pâte est boulée, puis mise dans une série de moules à pain de mie. C'est pas mal là. Tu vois le travail manuel là de l'artisan? C'est ça qui fait la différence avec l'industriel? Ah ben ça c'est une des différences qui est majeure. En plus le produit tu le touches, tu arrives à savoir la texture de la pâte, tu arrives à la ressentir. Après une première cuisson, le pain de mie est séché entre 24 et 72 heures à température ambiante. Puis il peut enfin être transformé en biscotte. Ah, tu vois maintenant une fois que le pain de mie est tranché, Ouais. ben, on va le prendre et puis on va le mettre manuellement sur des grilles. D'accord. Dans le même sens? Ah ouais. Ah, t'es du bon côté, toi t'es droitier, c'est facile. C'est comme si tu jouais au jeu de cartes en fait. Hein. Ah, là t'es en train de me griller, c'est lamentable. Et tu en produis combien par an? Mais une dizaine de pétrins par jour. Ouais. Donc un pétrin, tu vois, c'est 72 grilles par 40 biscottes. On a fait le calcul, Sylvain produit donc environ 28 000 biscottes par jour. Donc on va pouvoir les enfourner, les mettre au four pour la deuxième cuisson. Ouais. D'ailleurs, c'est l'origine du mot biscotte, qui veut dire bi-cuisson. La première cuisson, c'est le pain de mie qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et ce grillage-là qui fait la deuxième cuisson. Biscotte, bi-cuisson. Ah oui, d'accord. Pour respecter la tradition et selon la recette, la bi-cuisson, comme dit Sylvain, se fait à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Bien, fais-toi plaisir, goûte-en. Ah, je peux en piquer une? Ah, c'est ta récompense du jour. Ah, mais ça c'est sympa, merci. On t'en est pas autant. C'est extra. Et chaud, c'est super bon. Hein. François va devoir maintenant soutenir le rythme du conditionnement.
1000 paquets de 26 biscottes sortent d'ici chaque jour. Allez, c'est parti. Là, j'en fais 6, a priori. Il faut combien de temps, vous, pour en faire un? En 1 minute, on peut en faire 2 ou 3 paquets. Ah oui, moi j'en fais un en 2 ou 3 minutes, c'est bon. Ça se casse pas? Voilà, c'est hyper solide, ça. Solide, nos biscottes. Ah bah je dis pas, oui. Bon, Maria, on l'embauche, François? Pas pour aujourd'hui. Après cette parenthèse croustillante, François repart sur les chemins historiques de sa Dordogne. Dernière étape, à 50 km à l'est de Périgueux. Perché entre Périgord blanc et Périgord noir, Hautefort est l'une des rares demeures grand siècle de la région. Bonjour Marie, pour moi, il était impossible de quitter le Périgord blanc sans faire visiter le château d'Hautefort. Mais écoute, c'est avec plaisir que je t'accueille, alors allons-y. Et avec plaisir, merci. Autrefois propriété privée, Hautefort appartient aujourd'hui à une fondation. Sa présidente, Marie Maître-Pierre, veille sur ce qu'on appelle ici le Versailles périgourdin, pour ses dentelles de buis et ses parterres à la française. L'édifice est pourtant considéré comme un château de la Loire perdu en Périgord. La volonté du marquis Jacques-François de Hautefort, conseiller du roi Louis XIII, puis de Louis XIV. Il a laissé une trace dans l'histoire, Jacques-François. Il a laissé une trace dans l'histoire puisqu'effectivement, c'est un personnage qui est décrit comme étant très pingre. Oui. Et visiblement, bon, il n'était pas marié, il n'a pas eu de descendants et toute sa fortune est passée dans la reconstruction de ce château neuf. Et puis d'ailleurs, il a tellement été raillé que Molière s'en serait inspiré pour son personnage d'Harpagon, pour la fameuse pièce L'Avare. Pingre, mais exigeant. Pour son château, le marquis remanie entièrement la vieille forteresse médiévale, jusque dans ses sous-sols. Donc avant de pénétrer dans les souterrains, on va allumer des torches parce que sinon on ne va rien voir du tout. Sous le château, c'est un véritable gruyère. On a plein de galeries souterraines. Et qui avait un but particulier? Alors généralement, dans ces galeries souterraines, on retrouvait les communs, les cuisines, où on préparait les repas. Et puis tu entreaperçois ici, par exemple, des ouvertures. Ce sont les soupiraux qui permettent un petit peu d'amener de la lumière et puis aussi l'aération indispensable. Oui, parce que la lumière, tout est relatif. Heureusement qu'on a les flambeaux. Oui, tout à fait. Au-dessus des ténèbres, Jacques-François de Hautefort veut pour son château ce qui se fait de mieux. Il exige de son architecte de reprendre tous les codes du XVIIe siècle. 4 dômes à lanternon, une vaste galerie d'honneur, un grand escalier de marbre et 15 pièces richement décorées. Donc là, on arrive dans le salon d'apparat du château et on a donc un certain nombre d'éléments qui rappellent les fonctions du marquis à la cour. Et puis, comme dans tout château, il fallait imaginer, projeter l'éventualité d'une visite du roi. Donc on préparait forcément la chambre ou la salle d'apparat pour en mettre plein la vue. Et c'était le cas? Il est venu souvent à Hautefort? Absolument pas. En revanche, plus récemment, on a eu la visite de la reine-mère d'Angleterre, Queen Mum, qui a séjourné au château et qui avait été invitée par la baronne de Bastard, la dernière propriétaire. Venue en 1978, Queen Mum n'a pas connu le vieux château. Victime d'un gigantesque incendie 10 ans plus tôt, sa propriétaire l'a reconstruit et décoré à l'identique. Pour renflouer les caisses, elle ouvre Hautefort au public et aux caméras de cinéma. Une trentaine de films historiques ont été tournés ici depuis les années 60. Et ici, on a la reproduction de la chambre de Louis XIV à Versailles. Parce que ça, c'est du décor, c'est pas... Exactement, là, tout est fictif. Et c'était pour un film qui s'intitule La mort de Louis XIV, qui a été sélectionné donc, au Festival de Cannes 2016, avec Jean-Pierre Léaud en rôle titre pour interpréter le roi. C'est extraordinaire, tant qu'on n'a pas touché, on ne sait pas que c'est du polystyrène. Et le lit également est complètement inventé. Donc, on peut l'essayer? Complètement, là, tu as l'autorisation, contrairement à Versailles, n'hésite pas. Ah ben, elle est quand même beaucoup mieux en Dordogne qu'en région parisienne. Tout à fait. Prends-toi pour Jean-Pierre Léaud. Il a passé pratiquement 3 semaines à l'ité. Il a joué le roi agonisant, souffrant de sa gangrène. Là, tu vois, il me manque plus qu'un peu de caviar avec une biscotte et c'est parfait. Si vous passez à Hautefort, Marie et son équipe vous inviteront à jouer les comédiens ou les réalisateurs d'un jour. Une expérience insolite dans un décor royal.